Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le professeur Stelios Virvidakis, à qui je souhaite de notre part à tous la bienvenue au Collège de France. Le professeur Virvidakis enseigne l'épistémologie et l'éthique au département d'histoire et de philosophie des sciences de l'Université d'Athènes. Comme vous allez vous en apercevoir très vite, le professeur Virvidakis, qui a fait une partie de ses études à Paris, à l'Université de Paris 1, avant de poursuivre sa carrière à Princeton, puis de revenir en Grèce, où il enseigne, parle notre langue à la perfection, donc nous ne pourrons pas malheureusement l'écouter en grec. J'indique au passage du reste qu'il est chevalier depuis 2006 de l'Ordre des Palmes académiques, ce qui en dit long sur l'implication aussi qui est la sienne dans les relations que nous devons continuer à tisser entre le monde académique français et le monde académique grec. Sa modestie naturelle, que je sais grande, dut-elle en souffrir, je tiens Stelios Virvidakis, sans conteste, pour l'un des représentants actuels les plus importants de la philosophie morale. On lui doit notamment un livre qui a fait date en 1996, donc déjà 20 ans, mon cher Stelios, qui ne nous rajeunit pas, La robustesse du bien, paru aux éditions Jacqueline Chambon, livre dans lequel il avait développé une conception très subtile du réalisme moral, dont je pense du reste que nous devrions trouver certains échos dans la conférence qu'il a bien voulu nous donner aujourd'hui. Je renvoie également à d'autres publications importantes que nous lui devons, d'abord en français, Stratégie de modération du réalisme moral, dans l'important volume qui avait été dirigé en 1999 par Ruven Augien, Le réalisme moral, dans le volume dirigé par Jean-Yves Goffy, Hare et la philosophie morale, paru en 2004, Hare et la métaéthique contemporaine, un autre texte sur les arguments transcendantaux et le problème de la justification transcendantale de la normativité morale, dans la revue Philosophique en 2001. Également un autre texte sur la querelle des droits de l'homme à l'épreuve de la politique en 2006. En anglais, quelques titres. On the Relations Between Philosophy and Literature dans Philosophical Inquiry 2003. McDowell's Transcendental Empiricism and the Scheme Content Distinction, The Pursuit of Innocence dans International Zeitschrift für Philosophie en 2005, un autre texte dans Théorema de 2006, On McDowell's Conception of the Transcendental, dans Skepsis 2006, On the Moral Assessment of Actions, Hard Cases in Applied Ethics, et un texte que je trouve très éclairant pour ma part dans Philosophical Inquiry de 2008, Varieties of Quietism. Un article tout à fait informé aussi sur le plan de l'histoire des idées, passionnant, Analytic Philosophy in Greece, paru dans Dialectica en 1997. En le remerciant encore de s'être déplacé tout exprès d'Athènes pour venir nous instruire aujourd'hui, je lui laisse donc à présent la parole pour nous parler de la manière dont, à son avis, il importe de concevoir les normes les relations entre les vertus épistémiques et les vertus morales. Merci encore à vous. Merci Claudine. Donc, j'aimerais commencer justement en remerciant Claudine Tiercelin de son invitation à ce séminaire sur les vertus épistémiques et dire que pour moi c'est un grand plaisir et un honneur de pouvoir être avec vous cet après-midi afin de discuter des relations entre vertus épistémiques et vertus morales. En effet, je me sens vraiment ému parce que je considère ma présence ici comme un hommage à des maîtres, à des collègues et à des amis qui ont beaucoup contribué à ma formation philosophique, à mon identité philosophique, si vous voulez, depuis les années 70, quand j'ai eu la chance de bénéficier de l'enseignement de Jacques Bouvresse, professeur à la Sorbonne à l'époque, et puis professeur à Genève et au Collège de France, prédécesseur de Claudine Tiercelin.
Et plus tard, j'ai beaucoup bénéficié de plusieurs échanges avec Claudine Tiercelin et Pascal Engel, mais aussi avec la communauté entière de philosophes analytiques français, communauté dynamique qui a grandi progressivement et s'est développée jusqu'au présent dans un milieu plus ou moins hostile. Mais quoi qu'en disent mes amis qui se plaignent souvent, cette communauté s'est épanouie et est parvenue à s'imposer, comme je crois vous pouvez bien le constater. Ça s'appelle la preuve ici. Mais comme je le fais d'habitude, chaque fois quand je m'adresse à un public français, je dois aussi vous prier d'excuser mes fautes grammaticales, mes tournures maladroites et mon accent grec. Ça fait longtemps que mon travail ne s'est pas concentré sur des questions purement épistémologiques. Cependant, je m'intéresse toujours à des problèmes ayant affaire à l'élucidation des concepts de la connaissance et de la justification des croyances, et ma thèse de doctorat portait sur un sujet épistémologique, c'est-à-dire sur la réaction transcendantale au défi de certaines formes de scepticisme. En fait, le sujet que j'ai choisi pour mon intervention cet après-midi relie la théorie de la connaissance à la philosophie morale, qui constitue mon domaine de recherche principal. Il ne s'agit pas seulement du parallèle éventuel que l'on essaie souvent d'établir entre deux genres ou deux formes de normativité, la normativité épistémique et la normativité morale. On observe justement que la notion de vertu elle-même semble renvoyer directement à la problématique de la philosophie pratique. Les questions auxquelles je vais tenter de répondre concernent les limites et les implications de la comparaison entre l'épistémologie et la philosophie morale basée sur des concepts de vertu. Et j'ai préparé un sommaire ou une esquisse de ma conférence et quand je progresse dans la présentation de mon exposé, je vais vous indiquer les sections. Donc maintenant, je vais commencer bien sûr par cette section introductive en parlant et en donnant certains indices de ces parallèles sur un plan très général. Ceux d'entre vous qui venaient de la conférence de Claudine Tiercelin, vous avez aussi entendu, je suppose, dans d'autres conférences avant, certaines distinctions, certains termes, l'explication de certains termes de ces domaines de recherche, justement l'épistémologie des vertus, et certaines références que je vais développer d'ailleurs à l'analogie ou aux relations entre les deux. En tout cas, on peut se mettre d'accord sur le fait que cette étude ou cette recherche des analogies va bien au-delà d'une mise en rapport artificielle ou superficielle ou d'un rapprochement fortuit. Quand on dit vertu, vertu fait penser à une disposition stable, état habituel, dirait Aristote, et disposition à agir d'une certaine manière, d'une manière louable qui permet de se comporter de la façon juste, et aussi disposition stable à penser ou à raisonner d'une certaine façon qui nous permettent d'établir un contact cognitif avec la réalité, comme le dit Linda Zagrzebski, et comme on va le voir, d'ailleurs Claudine en a parlé, de perfectionner des mécanismes ou de parler des mécanismes fiables qui assurent la production de croyances vraies et, espérons, croyances vraies et justifiées. Nous allons voir en quoi consiste cette justification. Il y a plusieurs philosophes qui traitent de ces questions et qui aboutissent à des positions divergentes. Dans ce qui suit, je vais m'appuyer sur des analyses de Julianas dans The Structure. Vous avez
les références que je vais donner, vous les avez dans la petite bibliographie que j'ai rédigée à la fin. Donc, vous pouvez vous repérer et chercher après. Dans la discussion, nous aurons un peu de temps pour la discussion, j'espère. Nous avons du temps jusqu'à 6h30. Bon, alors, j'espère que je ne vais pas vous bombarder avec un texte trop long. J'espère que ça prendra, disons, 45 ou 50 minutes, et puis nous aurons la possibilité de discuter. Et donc, je disais que je me base en partie sur les analyses de Julia Annas, de Jason Baer dans son The Inquiring Mind, mais aussi sur celle de Roger Puivet dans son article Moral and Epistemic Virtues, a Thomistic and Analytical Perspective, qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer. Et je devrais dire que Roger Puivet a écrit des choses en français aussi à ce sujet. Je n'avais pas son bouquin, mais il a aussi des articles là-dessus. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous ce soir à cause de la grève. J'espérais qu'on aurait la possibilité de discuter avec lui parce que c'est un vrai spécialiste. Et en plus, je crois qu'il va parler la semaine d'après, la semaine prochaine, sur un sujet que je vais aborder un peu en posant des questions que j'espère auxquelles il pourra répondre la semaine prochaine. Je vais aussi me référer à des écrits plus ou moins récents de Pascal Engel en théorie de la connaissance concernant l'éthique de la croyance, mais aussi je vais me référer à son étude de Julien Benda. Je suis enclin à endosser les conclusions de ces auteurs et amis en grande partie, mais je voudrais essayer de les juxtaposer, les combiner, et puis de les développer, de les approfondir en proposant une approche un peu différente. Mon but est de mettre en relief et d'élaborer des ressemblances, mais aussi des asymétries entre les deux genres de vertus ou espèces de vertus, épistémiques et morales, mais également des ressemblances et asymétries entre les deux approches en théorie de la connaissance et en philosophie morale. Donc, pas seulement vertu épistémique et vertu éthique, mais aussi des domaines de recherche en philosophie morale et épistémologie. Donc, commençons par une récapitulation ou une sorte de résumé de certaines choses que vous connaissez déjà, je suppose, dont Claudine vient de parler. Et parlons un peu de conception et variété de l'épistémologie des vertus. Ça va nous servir pour la discussion, la présentation qui va suivre et la discussion d'après. Donc, avant d'aborder les questions et les réponses alternatives que nous allons examiner de près, il importe de nous rappeler les éléments principaux du cadre de notre discussion, les composantes, si vous voulez, des théories des vertus épistémiques que l'on compare aux théories des vertus morales. Je m'excuse si je répète des choses bien connues. Il faut noter, en commençant, qu'on va se référer à une problématique actuelle, mais cette problématique actuelle, comme on vient de le dire, date déjà depuis les années 90, au moins, l'épistémologie des vertus. Et nous parlons d'une école d'épistémologie analytique, c'est-à-dire dans la tradition de la philosophie analytique, qui date depuis les années 90 et qui se présente contre la contrepartie, le parallèle de l'éthique des vertus. Elle est issue, ou elle s'est développée à partir des idées de l'éthique des vertus. Et elle est déjà reconnue comme un courant de pensée assez intéressant, peut-être pas assez robuste et florissant qu'est l'éthique des vertus, qui date déjà depuis les années 80 ou 70, fin 70, début années 80, au moins depuis l'époque du bouquin célèbre d'Alasdair de MacIntyre, après la vertu, After Virtue, début des années 80.
Claudine s'est référée à des articles précédents, notamment à l'article fameux d'Elizabeth Anscombe, Modern Moral Philosophy, 1958. Mais quand même, il faut dire que le grand développement a commencé après cet ouvrage de Alasdair MacIntyre. Et à l'époque, les deux courants qui dominaient l'éthique normative étaient le conséquentialisme d'inspiration utilitariste et le déontologisme kantien, mais pas seulement kantien, mais surtout kantien. C'était la tradition kantienne et néo-kantienne et une tradition utilitariste. Et après After Virtue, ou disons après quelques années, on peut vraiment parler d'un troisième courant de philosophie morale sur le plan des théories normatives, mais aussi sur le plan métaéthique en partie, parce que ça a influencé une sorte de réalisme moral d'une certaine, disons, variété. Et ici, mais on ne peut pas dire qu'avec l'épistémologie des vertus, on a déjà le même développement, mais peut-être ça va progresser, on va voir dans les années qui suivent. Et ici, on devrait remarquer en passant une ambiguïté du terme. Je deviens un peu philologue maintenant, je vais me référer à la philologie grecque un peu. Quand on dit épistémologie des vertus en français, je crois que ça pourrait signifier non seulement une approche épistémologique qui se fonde sur les vertus, c'est ça dont nous allons discuter, et non pas sur les principes ou les règles, mais aussi l'étude de la possibilité ou du genre de connaissance des vertus en éthique et en tout domaine où l'on pourrait employer le concept vertu. Je ne sais pas si les termes sont corrects en français, mais en grec, nous disons génitif de complément d'objet. Dans l'un cas, nous étudions les vertus. Et nous disons un autre terme qui n'existe pas en français, je crois, génitif de propriété, et une école d'épistémologie qui se qualifie par sa relation aux vertus, c'est-à-dire qui se fonde sur les vertus. Et c'est ça, ce deuxième sens que nous allons analyser. Et nous allons adopter le terme vertu épistémique qui provient du mot grec épistème, connaissance. Aujourd'hui, épistème en grec signifie science. Connaissance était science. Et que l'on pourrait considérer comme ayant un sens plus étroit que les termes alternatifs vertu intellectuelle ou peut-être au contraire plus large que le sens du terme vertu cognitive. Tous ces termes sont souvent traités, employés comme des synonymes dans la bibliographie récente. Vous allez voir intellectual virtues, cognitive virtues, mais épistémique, je crois épistémique c'est mieux. Je suppose que c'est ça que vous adoptez dans vos cours. Ce n'est pas difficile à comprendre l'originalité de l'approche que l'on a voulu substituer au modèle traditionnel de la philosophie morale. Quand on travaille en philosophie morale, on constate que c'est vraiment quelque chose qui a une allure même révolutionnaire, dirais-je, malgré les difficultés auxquelles je vais me référer en détail. Originalité par rapport à l'héritage des conceptions morales de la modernité, et en prêchant souvent un retour à la philosophie de l'Antiquité classique, ou pré-moderne, à Platon, et surtout à Aristote, mais aussi aux stoïciens. Et nous allons voir qu'en épistémologie des vertus, ce n'est pas tellement courant en éthique des vertus, mais en épistémologie des vertus, peut-être c'est plus important. En éthique des vertus, c'est Julia Annas, justement, qui a fait remarquer qu'il faut regarder ailleurs que seulement à Aristote ou à l'éthique à Nicomaque pour trouver ce que l'on cherche pour nos modèles. Il y a ce petit bouquin de Annas, Intelligent Virtue, je n'ai pas dans la bibliographie, mais je le recommande pour l'éthique des vertus. Ici, il suffit de souligner le fait que l'éthique des vertus s'oppose aux théories qui se concentrent sur l'évaluation des actes et des règles ou des états des choses dans le monde qui seraient les conséquences des actions. Elle se tourne vers le caractère de l'agent et au trait de ce caractère, notamment vers les vertus, c'est-à-dire
à cette disposition stable et durable à agir, disposition excellente, ou à des vices, c'est-à-dire à des propriétés négatives, blâmables et nuisibles. Et nous allons voir que même en épistémologie des vertus, il faut aussi regarder aux vices, il faut examiner ce que sont les vices intellectuels ou les vices épistémiques. De sa part, l'épistémologie des vertus s'oppose aux théories qui se concentrent sur l'évaluation des croyances, vraies et justifiées ou pas, et elle s'intéresse avant tout soit aux facultés et aux capacités ou compétences cognitives. Je traduis skill comme compétence, je ne sais pas si c'est correct, je fais du travail dans la traduction de l'anglais, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'anglicisme dans mon texte, et des compétences ou des facultés en bon fonctionnement, soit au caractère et les traits excellents qui rendent possible l'acquisition des croyances vraies et justifiées de façon appropriée. C'est des options ou orientations que l'on essaie souvent de combiner, nous permettent, je suis entré maintenant dans la deuxième partie de mon exposé, de mon esquisse, nous permettent de distinguer deux espèces de l'épistémologie des vertus que l'on qualifie respectivement de fiabilistes et de responsabilistes. En particulier, selon les représentants de l'orientation fiabiliste qui s'approprient la notion de la vertu afin d'élaborer une alternative fiabiliste aux théories de la justification des croyances dont Claudine Kesselin vient de parler, théories fondationalistes et théories cohérentistes, et je pourrais revenir à ces notions si vous voulez, on pourrait discuter de cette orientation. La tâche de l'épistémologie des vertus montre, indique une alternative, et cette tâche serait surtout d'identifier des facultés mentales, des mécanismes et des compétences fiables, c'est-à-dire assurant la production maximale des croyances vraies et justifiées tant que possible, bien sûr. Selon ceux qui défendent la version responsabiliste, en revanche, on ne saurait pas se passer d'une évaluation de la responsabilité du sujet ou agent épistémique, ce qui implique l'étude des traits de son caractère qui sont censés jouer un rôle essentiel dans sa motivation. On parle de motivation. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut souligner est que quand on parle de vertu en épistémologie, aussi bien qu'en éthique, on suppose la possibilité de reconnaître une qualité positive louable, méritée, ce qui implique cette attribution de responsabilité. Alors, la volonté est impliquée directement, ou même indirectement, et comme je l'ai dit, maintenant il y a cette idée d'essayer de combiner les deux approches, fiabilistes et responsabilistes. Dans mon résumé introductif, je ne vais pas m'occuper de divers arguments en faveur de l'option fiabiliste d'allure externaliste qui ne se concentre pas sur la conscience qu'a le sujet épistémique de sa propre connaissance et de ses procédures de justification. Et non plus, je ne vais m'attarder ou m'occuper des arguments pour les responsabilisme de nature internaliste, c'est-à-dire où le sujet a conscience, réfléchit à travers une réflexion sur soi-même de son travail épistémologique, afin d'essayer de trancher entre les deux options, ou afin d'en proposer une synthèse et de discuter les avantages éventuels d'une position mixte. Une autre remarque que je voulais faire, c'est que le fiabilisme externaliste insiste sur le rôle causal, comme le fait l'externalisme de ces mécanismes et de vertus en question pour la production de croyances vraies et justifiées,
tandis que les responsabilistes insistent sur l'aspect normatif et justificatif plutôt qu'explicatif des vertus. En tout cas, c'est évident que cette deuxième conception, la conception responsabiliste des vertus épistémiques, se prête mieux, je crois, et plus ou moins directement au parallèle avec les vertus morales, qui fera l'objet principal de notre investigation. C'est pourquoi je me contente ici de suivre Jason Baer, qui distingue entre, d'une part, les vertus intellectuelles proprement dites, dans le sens responsabiliste, et de l'autre, les facultés, les compétences, les talents ou les tempéraments. Et Baer nous propose au moins 3 ou 4 niveaux sur lesquels il faut spécifier, rechercher les vertus dans le sens responsabiliste. D'ailleurs, Baer emploie le terme vertu de caractère. Et il parle d'une épistémologie de vertu basée sur le caractère. Importance des vertus qui nous permettent d'évaluer l'importance des données, du témoignage, de l'évidence, si vous voulez, dans la recherche. La motivation initiale, voilà la motivation. La cohérence dans l'évaluation et la flexibilité mentale qui est développée, cultivée par les sujets épistémiques. Et il y a un autre auteur auquel je vais me référer dans ce contexte, ce qui est Christopher Hookway, qui parle d'une épistémologie de l'enquête, mais pour parler de cette autre distinction, de cette autre qualification, je vais introduire une autre distinction entre des variantes ou des variétés de l'épistémologie des vertus, par rapport à laquelle nous devons nous situer avant de procéder à la spécification des correspondances dans le domaine de la pensée et dans le domaine de l'action morale. D'après cette classification proposée par Christopher Hookway et adoptée par Marc Alfano, vous trouverez ces auteurs dans la bibliographie, on pourrait isoler une forme d'épistémologie classique qui vise à traiter des problèmes traditionnels tels que la définition de la connaissance ou la justification des croyances, et une conception, on pourrait isoler une conception de l'épistémologie de l'enquête, inquiry, je traduis inquiry par enquête, qui se tourne vers des questions nouvelles pour les épistémologues analytiques, comme d'autres questions, ce ne sont pas les questions comment est-ce que nos croyances sont justifiées ou comment est-ce qu'on reconnaît une croyance vraie et justifiée, mais des questions nouvelles comme comment s'effectue la compréhension ou l'entendement, understanding, ou qu'est-ce que possédait la sagesse sur le plan de la théorie, mais plus généralement. Et il y a aussi des versions mixtes, où l'on combine les deux, ces idées, ces deux orientations. Now, Baer développe une classification analogue et plus détaillée au sein du courant responsabiliste, qui est conçu comme une épistémologie de vertu basée sur le caractère, comme je viens de le dire. Et dans son schéma, l'épistémologie de vertu classique est qualifiée de conservatrice, dans la mesure où elle reprend la thématique traditionnelle et elle se présente sous des versions fortes ou faibles. Et ici, c'est un peu scolastique, mais j'explique cette distinction entre forte ou faible, d'une part les conservateurs et d'autre part ce qu'il appelle l'épistémologie autonome, signifie une prépondérance ou une importance spéciale accordée aux vertus ou une importance moins forte par rapport aux autres traditions, aux autres approches. Disons que l'épistémologie des vertus classiques est qualifiée de conservatrice dans la mesure où elle reprend la thématique traditionnelle et elle se présente sous ces versions selon l'attitude ou l'appréciation du rôle prioritaire ou prépondérant ou secondaire et auxiliaire.
De même, l'épistémologie de l'enquête qui lui est opposée fait partie de ce que Bert décrit comme épistémologie des vertus autonomes. Donc, d'une part, vous avez classique, traditionnel, conservateur ou théorie conservatrice. D'autre part, vous avez épistémologie des vertus autonomes, c'est-à-dire une conception qui s'éloigne des problèmes traditionnels. Elle est faible si sa tâche est spécifiée comme complémentaire à celle de l'épistémologie classique ou traditionnelle, ou forte si elle est censée la remplacer entièrement en révolutionnant le terrain. En tout cas, si on s'intéresse à l'autonomie de l'épistémologie des vertus, on semble présupposer que les vertus épistémiques ne concernent pas seulement ou principalement l'acquisition et la justification des croyances, mais l'activité rationnelle en général, la pensée en général. Sans entrer, une fois de plus, je n'ai pas le temps de le faire ce soir, mais si vous voulez, dans la discussion, on peut y revenir, sans entrer dans les détails des débats entre des philosophes qui optent pour l'un ou l'autre de ces modèles, un peu techniques, à l'air un peu scolastique, je voudrais exprimer ma préférence pour des versions de l'épistémologie des vertus responsabilistes, basées sur le caractère, autonomes, mais faibles, et assez faibles, ou modestes, si vous voulez. Je pourrais développer mes arguments plus tard, mais pour le moment, je vais me contenter d'endoncer les conclusions de Pascal Engel dans la section sur les vertus épistémiques de son bouquin Va savoir, qui, je suis d'accord avec sa conclusion dans cette section, concernant les perspectives actuelles de l'épistémologie des vertus, au moins dans des formes conservatrices ou classiques. Et si Engel critique surtout le responsabilisme un peu ambitieux, et il dit, en concluant, je cite, « Il n'y a aucune raison de supposer que les propriétés de sûreté de la connaissance et de ce qui la distingue de la croyance vraie et de la croyance vraie justifiée soient nécessairement associées à des traits qui relèvent de la responsabilité de l'agent. » Étant donné que, comme Engel, je ne suis pas prêt à rejeter de fond en comble et à abandonner l'épistémologie analytique traditionnelle, comme il le craint, que je suis en train d'abandonner les préoccupations traditionnelles, je ne partage pas toutes les ambitions de l'épistémologie des vertus autonomes dans sa version forte, et je serais content de m'aligner avec cette alternative faible. Par ailleurs, dans un de mes articles de philosophie morale, j'ai aussi essayé de défendre une conception faible de l'éthique des vertus. Et quand je dis le terme, vous ne trouverez pas le terme faible, mais je crois que Anas parle de pure ethics, virtue ethics et impure virtue ethics. Donc moi, je suis pour une éthique impure, pas pure, ou faible, si vous voulez, parce que je pense que l'éthique des vertus ne pourrait pas se substituer à l'éthique des principes. D'ailleurs, j'ai un débat avec un de mes doctorants qui vient de terminer sa thèse sur l'éthique des vertus. Nous ne sommes pas d'accord. Je lui dis que tu dois reconnaître les vertus de la faiblesse ou de la modestie. En éthique des vertus, c'est une vertu, la modestie. Peut-être un vice aussi, dans certains cas. Et je ne crois pas que l'on puisse remplacer les principes par les vertus ou même les subordonner à elles, au moins tout à fait. On dirait que les vertus incarnent des valeurs et rendent possible l'application des principes et des règles, ou même on dirait que les principes s'enracinent dans les vertus et sont correctement interprétés grâce à elles, grâce aux vertus, mais ça ne signifie pas qu'ils en découlent, que les principes découlent ou sont déduits entièrement à partir des vertus. Selon la remarque du philosophe américain William Frankena dans un bouquin classique des années 70, quand la marée de l'éthique des vertus n'avait pas commencé, à l'époque, avant ce courant, disons, dominant, pas entièrement dominant, et selon lui, quand il paraphrase Kant ici, vous allez reconnaître la formule, si les principes
sans traits de caractère. Il ne disait pas vertu, il disait character traits, parce que le terme vertu n'était pas tellement courant à l'époque, 1973, je crois. Si les principes sans traits de caractère sont impuissants, les traits de caractère sans principe sont aveugles. Je suis donc persuadé que les deux orientations de philosophie morale, normative, devraient être regardées comme complémentaires. Voilà ma faiblesse. Et je serais davantage enclin à soutenir la position de Frankena pour les vertus épistémiques et surtout la deuxième partie de son adage, c'est-à-dire que les traits de caractère sans principe sont aveugles. Et je n'ai pas le bouquin dans la bibliographie, mais vous pouvez le trouver, c'est Ethics 1973, Prentice Hall, un bouquin classique d'introduction à la philosophie morale que j'emploie encore aujourd'hui. Alors, ayant terminé cette introduction, je vous donne un panorama du terrain pour nous situer sur le terrain, je passe à notre sujet propre, central, les relations entre les deux espèces de vertus et de vices. Qu'en est-il alors de ces relations entre vertu épistémique et vertu morale? D'après Peirre, on devrait prendre en considération 3 thèses. Vous trouverez ces thèses sur votre sommaire, qui indiquent des options alternatives. Première thèse est la thèse de réductibilité. Il n'y a pas de distinction de principe entre vertu épistémique et vertu morale, et l'implication est que l'on réduit les vertus épistémiques aux vertus morales et pas l'inverse, parce que vertu, c'est le sens de... Il y a plusieurs sens de réduction, mais je ne veux pas élaborer sur les diverses formes de réductionnisme. Deuxième thèse, thèse d'indépendance. Il s'agit de 2 formes d'évaluation, si vous voulez, mais elles sont tout à fait indépendantes. Et troisième thèse, la thèse de subsomption, où l'on pourrait dire que, selon laquelle on pourrait dire que les vertus morales, les vertus épistémiques sont un sous-ensemble des vertus morales. La plupart des philosophes se mettent d'accord sur le rejet de la première thèse, parce qu'on peut facilement distinguer, en principe même, entre des vertus dont les objets intentionnels sont des fins. Il faut citer les fins, le but auquel on aspire, les fins épistémiques associées aux croyances, visant à un contact cognitif avec la réalité, et aux processus et activités intellectuelles, et des vertus dont les objets intentionnels sont des fins pratiques associées à l'action, visant au comportement, à la rectitude, la justesse du comportement. Cependant, parmi ceux qui soutiennent des approches responsabilistes, il y a des philosophes qui adoptent des versions de la troisième thèse, de la thèse de la subsomption. Et certains d'entre les responsabilistes préfèrent chercher des analogies entre les 2 groupes de vertus et présupposent souvent un principe que Roger Pouivet appelle principe de l'unité des valeurs épistémiques et morales. Ce n'est pas tout à fait direct, sa formulation ne dit pas directement, ne mentionne pas l'unité, mais vous allez voir si vous lisez ces principes, que s'il paraît que quelqu'un doit être évalué, une personne doit être évaluée, un agent va être évalué de façon positive d'un point de vue épistémique et en même temps de façon négative du point de vue moral, et vice-versa, la description de son statut épistémique ou de son statut moral doit être erronée. Il y a quelque chose qui ne va pas si on évalue quelqu'un positivement. C'est évident, Claudine Setel a mentionné des cas où quelqu'un super intelligent ou magnifique comme savant, et en même temps il est vraiment un homme abominable sur le plan du comportement envers autrui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, nous dit Pouivet. Je suis désolé que Pouivet ne soit pas ici parce que j'aimerais bien avoir ses réactions à mon commentaire. Selon Pouivet,
Ces principes nous orientent vers la conception d'une analogie qu'il qualifie de forte, encore faiblesse, faible et fort, forte, qui se baserait sur des liens conceptuels de dépendance mutuelle entre les deux groupes de vertus. La conception de l'analogie forte pourrait être conçue comme une quatrième thèse distincte des autres, mais peut-être on dirait que cette analogie forte nous pousse vers la réduction. Mais comme on a dit que la réductibilité ne va pas, on pouvons dire au moins analogie forte. L'analogie recherchée s'opposerait alors à une analogie faible qui consisterait simplement dans le fait qu'on a affaire à tout simplement à des formes d'évaluation, mais à des fins tout à fait différentes et même souvent divergentes. Comme vous pouvez le comprendre, je viens de le dire, cette analogie faible serait compatible avec la thèse d'indépendance. C'est ainsi que j'ai défini la thèse de l'indépendance, la troisième thèse. Alors l'analogie faible, il y a une indépendance, et il y a quand même une analogie faible puisqu'il s'agit de formes d'évaluation. Elle est la position apparemment adoptée par Julianas, qui insiste sur les asymétries, révélant des différences profondes et souligne le but différent de deux groupes de dispositions compétences. Il faut dire que Anas se concentre surtout sur la version fiabiliste, je crois, et puis un peu sur la version responsabiliste. Et dans son analyse, elle insiste qu'il faut étudier les stoïciens, et pas tellement Aristote. Et chez les stoïciens, nous trouverons une meilleure compréhension du télos, du fin d'ensemble de la vie humaine à laquelle on aspire, et en même temps, il faut admettre que nous ne pouvons pas avoir la même réussite, quoi qu'en pensent les stoïciens, grâce aux vertus dans la vie pratique et dans la vie épistémique, dans l'activité épistémique. Mais peut-être vous savez bien que pour les stoïciens, il y avait cette croyance que l'on peut avoir un 14 mois, un exploit dans la connaissance ou une réussite grâce à la cultivation des vertus. Et les vertus dans le système stoïcien sont des vertus avec une dimension rationnelle tout à fait forte, comme d'ailleurs les émotions sont définies comme des croyances. Mais, comme nous le dit Anas, dans l'épistémologie, nous ne pouvons pas vraiment croire que le fonctionnement de la vertu, la fonction de la vertu peut nous assurer l'atteinte de nos buts épistémiques qui dépendent en grande partie de la chance, quoi qu'en pensent les stoïciens. Et il y a un article sur le rôle de la chance que j'ai dans la bibliographie par Sherman et White. Néanmoins, pour retourner à l'analogie forte, suivant l'argumentation de Puivet, on n'est pas obligé d'interpréter les ressemblances et les liens de dépendance en question dans un sens ontologique, comme le dit Puivet, qui impliquerait de vraies relations logiques et nécessaires entre les deux groupes. Et il oppose, c'est un peu bizarre comment c'est cette opposition qu'il propose, il oppose à ce sens ontologique un sens descriptif qui apparemment ne va pas très profondément. Et il s'agirait donc d'adopter une interprétation descriptive, comme il est dit, de l'analogie forte, qui se limiterait à la mise en évidence du caractère problématique de la coexistence des vertus épistémiques avec des vices moraux. Et Puivet de se demander pourquoi il en est ainsi. Je cite Puivet, il dit sa conclusion, son aporie, je parle des apories de Puivet, s'agit-il d'une question de grammaire, pour employer un terme d'art wittgensteinien, ce mécontentement ou ce problème que nous ressentons quand nous voyons les descriptions qui ne vont pas ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce malaise, si vous voulez, dans notre appréciation? S'agit-il d'une question de grammaire? Nous voyons une sorte de faute de grammaire dans le sens wittgensteinien, grammaire logique. Et d'une relation logique entre des descriptions, mais sans conséquence pour les choses décrites. Ou plutôt, ce qui est plus probable, qu'il y a une unité des vertus, et en réalité, quand quelqu'un est bon intellectuellement, il est aussi moralement bon.
et vice-versa. Prenez votre philosophe préféré ou le meilleur esprit que vous connaissez, et si il ou elle n'est pas philosophe, si vous n'avez pas un philosophe en tête, mais quelqu'un savant, et imaginez que vous recevez des informations sur des actes abominables qu'il a commis. Pouvez-vous continuer à penser qu'il ou elle est le meilleur esprit que vous connaissez? Ici, je voudrais noter, je vais revenir à ce point, qu'il y a une analogie entre cette discussion et la discussion entre les relations entre art ou esthétique, ou valeur esthétique, et moralité. Un chef-d'œuvre artistique peut être jugé magnifique ou splendide ou disons une réussite si le contenu ou le message est tout à fait abominable. Prenez Triomphe des Willens de Leni Riefenstahl, par exemple. Mais je ne veux pas aller dans ce chemin parce que ça va nous mener loin. Je partage les intuitions de Puivet, mais je dois admettre que je ne suis pas convaincu que l'unité de vertu à laquelle nous renvoie la version descriptive de l'analogie forte, lui il dit j'adopte une version descriptive de l'analogie forte qu'il a lui-même proposée, soit quelque chose de plus que peut-être les vestiges, pour ne pas dire la relique d'une culture de vertus et de valeurs apparemment perdues à jamais. Et si je deviens un peu pessimiste et sceptique, et je vais revenir à ce pessimisme. Force est de constater qu'on semble chercher en vain la base métaphysique ou le contexte culturel et social qui ont rendu possible cette conception d'unité dont parle Puivet et se demande est-ce possible. Lui, il est thomiste, je crois, et il voudrait pouvoir revenir à Saint Thomas, mais un Thomas analytique ou interprété par les biais des outils de la philosophie analytique. Et je vais revenir à ces objections dans ma section 5, dans cette présentation. Pourrait-on faire revivre cette ontologie et fonctionner dans le cadre de nos sociétés individualistes et libérales? Serait-on capable de rendre compatible la Weltanschauung d'Aristote et les intellégies de la seconde nature telle qu'il a concevé, la seconde nature, ou celle de saint Thomas et son modèle du droit naturel avec, est-ce qu'on peut rendre compatible tout ça avec le naturalisme contemporain? Philippe Afout a des problèmes de ce genre. Quoi qu'il en soit, la petite expérience de pensée que nous invite à faire Puivet prend une allure dramatique, justement par l'hypothèse d'un esprit capable de commettre des actes abominables, et pas seulement d'un esprit caractérisé par de simples défauts ou des vices moins graves, ce qui est très commun. Il y a plusieurs d'entre nous, je suppose, sont pleins de vertus peut-être, mais aussi de vices, en même temps épistémiques et moraux, mais pas, j'espère, pas de vices abominables. On peut bien s'imaginer des individus extraordinaires, ou même les meilleurs esprits que nous connaissons, doués d'intelligence, de perspicacité, d'originalité, d'ouverture d'esprit, pour ce qui concerne la quête de vérité scientifique, qui en même temps est privé de compassion, de générosité ou de bienveillance envers ses proches ou sa propre famille même. Quant à Jason Baird, il explique la compatibilité éventuelle des vertus épistémiques avec des vices moraux par la symétrie entre notre conception formelle des vertus morales orientées simplement et nécessairement vers le bien-être d'autrui et une spécification plus substantielle des vertus intellectuelles visant la vérité, la connaissance ou la compréhension qui pourraient être comparées à des vertus esthétiques ou même athlétiques, des vertus de sportifs, si vous voulez. Comme ces dernières, les vertus esthétiques ou athlétiques, les vertus épistémiques ne se réfèrent pas essentiellement aux relations avec autrui, imposant le respect de l'humanité ou d'autres êtres vivants. Ici, il y a une distinction différente. Baird nous dit que d'une part, vous avez une caractérisation formelle de la moralité, des vertus morales, en disant que les vertus morales sont les vertus qui concernent les autres, autrui. Et d'autre part, il y a une spécification substantielle en ce qui concerne
les vertus épistémiques, les vertus épistémiques visent à la connaissance ou visent à la rationalité, des choses plus substantielles que la simple relation à autrui. Mais ici, je ne suis pas tout à fait content avec cette distinction qu'il propose. Je pense que, oui, c'est correct ce qu'il dit, mais je ne sais pas si ça nous donne la solution à notre problème, si vous voulez. Ceci dit, on pourrait supposer que toute vertu épistémique possédait pleinement, dit Baer, et il faut comprendre ce que c'est que pleinement, de façon maximale ou parfaite, dirait le stoïcien par exemple, comprenant toute la gamme des états motivationnels appropriés, constitue aussi une vertu morale. Mais il faut avoir une vertu épistémique super, vertu qui est pleinement et correctement développée. Ou au moins, alors, elle possède des aspects moraux dans la mesure où son exercice pourrait affecter directement ou indirectement de façon positive ou négative d'autres gens à part les sujets. Mais il faut s'en rendre compte que nos activités intellectuelles pourraient avoir des effets sur les autres. Donc, maintenant, je crois que nous pouvons avancer un peu en passant à la 4e section de cet exposé, où je vais faire les choses, complexifier les choses un peu, afin de trouver des positions qui nous satisfont, mais je ne suis pas sûr si je vais y parvenir. Donc, je crois que nos réactions proviennent d'une intuition qui renvoie ou des intuitions, pas seulement une intuition, mais des intuitions qui renvoient à une conception de l'unité du champ axiologique, comme je l'ai déjà dit, qui s'associe à la notion classique de l'épanouissement de l'âme, du bien-être pour les êtres humains identifiés à l'eudaimonie d'Aristote, d'un bien-être complet et harmonieux, d'un épanouissement de l'âme, comme je l'ai dit, et d'une visée qu'il est aujourd'hui très difficile à comprendre et encore plus à réaliser. Et je crois qu'il vaut mieux traduire eudaimonia par épanouissement de l'âme que par bonheur, parce que le bonheur a un sens beaucoup plus mince ou plus subjectif, si vous voulez, depuis au moins le 19e siècle, et le démonia d'Aristote n'est pas la même chose que le happiness de Bentham et de Mill. Et pour nous, c'est vraiment très difficile de comprendre, de nous placer dans l'univers sur le terrain aristotélicien à l'époque classique. À ce point, il serait peut-être utile alors de se rappeler une distinction élaborée récemment par plusieurs philosophes. Ici, je pense à même Ricoeur. Vous pouvez trouver une chose analogue, je ne me rappelle plus si c'est la même distinction, chez Habermas, entre deux sens de qualité morale qui portent sur des dimensions ou régions de la vie pratique différentes, indiquant la possibilité d'inclure les objets intentionnels, peut-être des vertus épistémiques, dans le domaine d'une de ces distinctions. Si nous avons cette distinction, peut-être les vertus épistémiques entrent dans une de ces distinctions, mais il y a toujours le problème de la relation avec l'autre variété de la morale, l'autre partie du domaine de la morale dans un sens large. Il faudrait bien sûr concevoir ces dimensions ou régions comme complémentaires et reliées, sinon indépendantes. Dans cette section, pas indépendante, interdépendante, je voulais dire, complémentaire ou interdépendante. Dans cette section, je vais prendre en considération cette distinction entre éthique et morale. Voilà les deux termes que je vais employer, puisque je peux le faire en français ou dans toutes les langues qui peuvent s'appuyer aussi au latin.
Tandis qu'en grec, nous avons un problème. Quand nous voulons montrer cette distinction, c'est très difficile de dire éthique et morale. Il y a des néologismes et des barbarismes auxquels nous avons recours pour trouver, si vous connaissez le grec moderne, je peux vous raconter comment on traduit ça en grec. Éthique et morale. Etica e morale si dice in italiano. Et donc, je vais m'appuyer aussi sur un auteur que j'aime bien, qui a essayé de trouver une solution à des problèmes analogues, pas pour les vertus épistémiques, mais plus généralement. Et ça, c'est Ronald Dworkin et son travail récent, Justice pour les hérissons, qui a été traduit en français dans l'édition Labor et Fides. Malgré le fait que dans le langage courant, on emploie les deux termes comme des synonymes, éthique et morale, on pourrait reconnaître la différence entre la notion d'un code moral abstrait, moralité en allemand, et une éthique concrète incarnée, réalisée dans les institutions ou les coutumes, une Sittlichkeit dans le sens de hegelien. Mais en plus, on réserve le terme éthique pour des questions plus générales concernant l'idéal de bien vivre, quelle sorte de personnes devrions-nous être, quelle sorte de vie devrions-nous mener, et ça c'est éthique dans le sens ethisch, Habermas emploie à ce sens-là, et morale pour des questions ayant affaire à nos obligations et devoirs envers autrui. Dworkin fait une distinction un peu stricte et artificielle entre ces deux usages de termes, et je suis sûr que plusieurs lecteurs anglais trouveront ça bizarre quand il nous dit reconnaissez qu'il y a une différence et quand vous dites ethical, ethics, vous pensez bien-être en général, comment devrait-on vivre? Chaque personne pourrait se poser ces questions. Quand vous dites morality ou moral, vous pensez à autrui, obligation à autrui. Mais il veut déployer un raisonnement unificateur, comme un prestidigitateur, je dirais, qu'il fait c'est magique. À la fin, toutes les choses vont ensemble, c'est très bien. Et il introduit une autre distinction, aussi un peu artificielle, bien vivre et avoir une vie bonne. Ou une bonne vie, je ne sais pas si c'est mieux en français, dire une vie bonne, c'est plus correct, une vie bonne. Alors, having a good life and living well. En grec, nous avons le eugen, qui est vivre bien, mais nous avons aussi kalos vios, agathos vios, une bonne vie. Kalizoi, en grec moderne, nous avons kalizoi. La première expression, bien vivre, comporte un contenu normatif beaucoup plus riche et avec une dimension proprement morale, tandis que la dernière se réfère à des situations qui n'impliquent pas le respect des devoirs moraux. Ici, je cite une analyse de ces notions par un philosophe français qui a fait un compte rendu d'un bouquin, pas de Dworkin, mais d'un bouquin d'Alain Policard, un écrivain sur Dworkin en français que je cite. Et je cite cette analyse. La notion de bien vivre permet de faire le lien entre notre sens du devoir et notre aspiration au bonheur. Autrement dit, d'unifier le champ de la morale et de l'éthique. Bien vivre ne signifie pas nager dans le contentement, mais plutôt être résolu à donner un but à son existence. Nous avons chacun, comme le dit Dworkin, une responsabilité éthique de faire de nos vies quelque chose de valeur, comme un peintre fait quelque chose de valable de sa toile. Mais, si elle est pleinement cohérente, la poursuite de cet idéal de soi par le sujet le fait en même temps accéder à la sollicitude pour ses semblables. C'est ici la magie qui passe de passer de la poursuite de son épanouissement aux autres. À supposer qu'ils tiennent vraiment à ces objectifs, ils se les représentent en effet comme désirables en eux-mêmes et donc exigibles par d'autres. Quoique Dworkin parle de normes et de valeurs et pas de vertus, le mot vertu n'apparaît pas dans le bouquin, mais dans un article que je cite dans la bibliographie, je dis que Dworkin devrait s'occuper un peu de la théorie des vertus. Je crois qu'on pourrait appliquer ces analyses aux vertus et distinguer entre les vertus éthiques et les vertus morales.
Ce qui est bizarre parce que d'habitude, quand on dit vertu, on pense champ éthique et pas champ moral. Mais quand je dis vertu éthique et vertu morale, je voudrais distinguer entre ce qu'on appelle vertu concernant soi-même et vertus qui sont other regarding, qui concernent les autres, autrui. Par exemple, le courage ou la patience ou la tempérance nous concernent, surtout concernent les sujets. La tempérance concerne les autres aussi, mais le sujet d'abord. Et l'honnêteté, la justice concerne les autres, la charité, la bienveillance. Donc on pourrait peut-être dire vertu proprement morale, disons autrui, qui concerne autrui, et vertu éthique, et peut-être les vertus épistémiques sont proches aux vertus éthiques d'abord. Toutes les analogies que nous recherchons commencent par les domaines ou le côté éthique dans cette distinction. Baer nous propose d'identifier les vertus morales par une conception mince et formelle, consistant dans leur simple référence au respect d'autrui. Mais ici, les vertus éthiques sont beaucoup plus épaisses. Les dernières, les vertus morales, selon Dworkin, pourraient être considérées comme une extension ou sont dépendantes sur ou deux vertus éthiques dans le sens plus riche, parce que si vous suivez ces raisonnements de Dworkin, vous passez de vous-même, du sujet même, aux autres, grâce à une argumentation kantienne ou quasi-kantienne. Mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Je vous renvoie à mon article « Living well and having a good life » que je cite dans la bibliographie. On pourrait alors, après tout, accepter une version de la thèse de subsomption, mais en adoptant une conception plus large de ce que l'on concevait comme moral, interprétée sous l'aspect d'une investigation qui commencerait par l'éthique et procéderait à l'intégration des considérations strictement morales dans le sens étroit que l'on vient de spécifier, c'est-à-dire sollicitude pour autrui. Du coup, on pourrait essayer d'établir des relations de dépendance entre vertu épistémique et vertu morale par l'intermédiaire de cette dimension éthique. La dimension éthique ferait le pont ou la connexion entre les domaines où on pourrait procéder, où on pourrait avancer de l'épistémique au moral, en fin de compte, grâce à l'intermédiaire de l'éthique. Certes, le succès d'une telle démarche dépendrait de la validité de l'argumentation plus ou moins kantienne de Dworkin, basée sur des présupposés, et des présupposés, je crains, un peu dogmatiques, concernant le rôle central de la dignité et des principes de responsabilité envers soi-même et envers autrui et envers les valeurs en général. Alors, si vous lisez Dworkin, et si vous lisez son petit bouquin qui vient de paraître, son bouquin posthume, après sa mort, Religion Without God, religion sans Dieu, il dit, vous les voyez ou ne vous les voyez pas. Il se passe de métaéthique, il ne veut pas de soutien métaphysique, il dit que tout ça n'a rien à faire avec les dimensions pratiques, et sa méthodologie se présente comme une sorte de méthodologie interprétationniste où il emploie l'équilibre réfléchi des rôles enrichis, et il dit que nous allons aboutir à ces conclusions si nous avons des vertus, dirais-je, pour mener à bien la procédure de l'équilibre réfléchi. Mais je crois qu'il y a des présupposés, des intuitions dogmatiques qui me font penser à des intuitionnistes comme G. Moore, parfois, quand il dit que cette valeur est là, vous la voyez, vous ne la voyez pas. Ou la responsabilité est là, la dignité, et aussi des valeurs esthétiques à la fin de compte. Qu'en est-il du naturalisme et tout ça? Bon, le naturalisme, on peut le rendre compatible avec cet univers de valeurs. Ce sont les hérissons rationalistes, disons, de nos jours qui veulent défendre des normes de valeurs qui vont d'un intuitionnisme jusqu'à une sorte de platonisme, disons, de valeurs, un crypto ou pas si crypto-platonisme. J'ai constaté que Julien Benda était un crypto-platoniste, si j'ai bien compris, des analyses concernant les normes et les valeurs intellectuelles. Donc,
je ne suis pas sûr si vous partagez les intuitions de Dworkin et si vous suivez sa démarche interprétative, mais je crois que ça vaut la peine de la considérer pour la résolution pour la solution de notre problème. Disons section finale ou presque finale. J'ai parlé trop, presque une heure. Objection. Ayant esquissé de façon préliminaire, sommaire et schématique, je crains les perspectives d'une conception plus harmonieuse des relations entre vertu épistémique et vertu éthique, et par conséquent morale, selon la direction indiquée par Dworkin. Et avant d'essayer d'aboutir à certaines conclusions plus générales, je voudrais maintenant examiner brièvement, je vous promets, des analogies directes au niveau non plus de vertu elle-même, mais au niveau des théories qui se concentrent sur les vertus. Et je veux le faire d'une façon négative, c'est-à-dire en examinant des objections à ces théories. Et j'aimerais notamment identifier des parallèles entre les objections possibles contre les deux théories, respectivement en philosophie morale et en épistémologie. Ces objections, qui semblent se soutenir mutuellement, les objections, sont souvent communes ou analogues pour les deux groupes et révèlent des ressemblances plus ou moins profondes entre la structure et la nature de deux espèces de vertus, je crois. Et elles nous permettraient peut-être indirectement, si vous voulez, et elles nous permettraient peut-être de comprendre mieux jusqu'à quel point il s'agit de traits de caractère du même statut. Si elles sont décisives, elles pourraient mettre en question non seulement la réalisation et la spécification des vertus en tant que telles, mais aussi l'unification du champ axiologique en entier, visé et prêché par Dworkin. Parmi les critiques principales que l'on rencontre dans la bibliographie et que je résume dans mon article Virtue Ethics in Perspective que j'ai dans la bibliographie, mais où vous trouverez une bibliographie qui date depuis les années disons de 2010, mais maintenant ça s'est explosé. Moi, je ne parviens pas à lire tout ce que l'on écrit sur les objections contre le Virtue Ethics. C'est une industrie. Mais je vais me concentrer sur 4 questions seulement. Et ces 4 questions sont interdépendantes, questions interdépendantes et convergentes. D'abord, première objection, vous avez les objections résumées dans la 4e partie vers la fin. Ici, problème d'interprétation et d'explication peut être une sorte de circularité vicieuse, peut-être, mais pas vicieuse, peut-être. Et cette première objection, disons, nous indique la direction des autres objections aussi. En éthique, ce n'est pas tout à fait clair comment on devrait interpréter la notion de la vertu elle-même telle qu'elle se présente dans les premières tentatives de définition et de spécification, ce qui entraîne aussi des problèmes d'application. Ça date depuis Aristote. Si vous consultez cette définition fameuse, état habituel de l'âme concernant la décision, spécifiant la médiété, visant à la médiété par rapport à nous, pas en général, et comme elle est définie par la règle droite et par l'homme prudent, et je ne dis pas sage, je ne suis pas Gauthier Joliffe ici, mais plutôt aux banques. Dans cette traduction, je ne sais pas quelle est votre opinion, mais à la maison, je n'avais que Gauthier Joliffe. J'ai trouvé des traductions très bizarres. Mon français peut-être ne peut pas suivre. C'est un français un peu académique. C'est pas Tricot qui est la meilleure traduction qu'on emploie maintenant. Il y a une traduction de Bodéus qui traduit justement qui est problématique puisque traduit phronésis par exemple par sagacité. Sagacité, bon, ça c'est... Sagacité, moi je dirais non, dinoticiabilité, mais sagacité, quel serait le mot grec pour sagacité? Anastasia, tu peux peut-être trouver là. Et en effet, quand on affirme que les règles justes sont celles qui seraient adoptées par... Et en plus, Gauthier Joliffe adopte un manuscrit, une lecture de manuscrit qui les prive de deux possibilités. Il dit, comme le définirait l'homme sage, tandis que dans les textes, vous trouvez une autre
lecture, notre version est comme, par la règle d'ordre. Ce n'est pas une explication de la règle d'ordre, mais c'est quelque chose qui va avec la règle d'ordre, en plus de la règle d'ordre, ce qui est meilleur, je crois. Je crois qu'aux banques acceptent ça. Et pour aux banques, c'est une sorte d'intellectualisme existentiel, comme il le dit, de la prudence. Mais prudence aussi fait problème. Je suis d'accord avec les gens qui n'aiment pas prudence, parce que quand on dit prudentiel de nos jours en philosophie morale, prudential, c'est tout à fait opposé à moral. Il y a une opposition. Et alors, quand on affirme que les règles justes sont celles qui seraient adoptées par l'homme vertueux ou phronimos, et l'homme vertueux et le phronimos en même temps, c'est l'unité de vertu dans le 6e livre, et on se rend compte du fait qu'on doit identifier l'homme vertueux par la recherche de ces règles elles-mêmes. D'une part, les règles sont spécifiées par les phronimos, et comment est-ce qu'on reconnaît les phronimos? À travers les règles. Alors voilà un bon cercle là. On est confronté par une forme de circularité qui pourrait nous paraître vicieuse. Parce que, à l'époque, il y avait des critères indépendants du phronimos ou kalos kagathos, et peut-être, comme l'ont soutenu de plusieurs auteurs dans la bibliographie, et on pourrait dire qu'on reconnaissait qui était le phronimos, donc il y avait des standards, des modèles incarnés du phronimos. Mais il y a d'autres problèmes. Est-ce que vous êtes content de cette idée de Hersthaus, c'est Hersthaus, c'est Jacques Zepsi qui dit que les règles sont définies par ce que ferait l'homme vertueux, qui fait dépendre les règles de la vertu de l'homme vertueux. Et quand on leur reproche une circularité, elles disent mais les autres théories sont encore pires. C'est ça, j'ai vu ça avec... oui, c'est une sorte de package. Si vous pensez que le kantisme est affreux, et l'utilitarisme encore plus affreux, alors pourquoi pas les vertus? C'est une solution comment on dit, de désespoir, comme on dit en grec. Lysia Philippicis. Alors, en d'autres termes, il semble que nous manquons des critères indépendants pour reconnaître la vraie phronimsis et les vrais phronimoi si on ne peut pas invoquer les représentants de l'aristocratie athénienne, les kaloi kagathoi qui fourniraient le modèle requis. Afin de trouver une solution à ces problèmes qui menacent aussi l'interprétation et l'application des vertus particulières dans la pratique, il y a un grand problème d'application sans l'intervention des principes et des règles que l'on a voulu mettre à côté, ou à une position subalterne, subordonnée grâce à l'appel aux vertus. On devrait avoir recours à un appui métaphysique ou sociologique, ce qui va nous pousser vers la deuxième objection. Mais avant d'aller à la deuxième, dans le cas des vertus épistémiques, surtout dans sa version responsabiliste, et en ce qui concerne l'épistémologie de l'enquête, on se heurte à des problèmes analogues. Voilà, je vais faire le parallèle avec l'épistémologie des vertus. Si il s'avère également difficile de préciser les vertus en question sans l'aide d'une forme de prudence dans les matières des activités cognitives que l'on suppose être dirigées et réglées par les vertus. Je laisse la question un peu ouverte parce que là, on peut me dire que, mais ce n'est pas tellement difficile. Vous allez voir qui sont les gens vertueux en épistémologie. Vous avez des vertus épistémiques, vous avez des modèles de vertus épistémiques. Alors, voilà. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est évident? Ou est-ce que l'on comprend et l'on identifie les vertus par des principes ou des règles de l'enquête? Je crois que, d'après ce que je trouve chez Benda ou chez des épistémologues analytiques, c'est ça, c'est comme ça que l'on distingue les gens vertueux. On chercherait une coordination opérée par un phronimos aussi, ici, capable de déterminer la médiété, mais aussi l'excellence dans la poursuite des tâches intellectuelles. Comment est-ce qu'on spécifie la médiété? Mais on a dit, Sosa a dit quelque part, Gréco je crois, que pour les vertus intellectuelles, ce n'est pas une médiété. On a besoin d'un excès. L'excellence, c'est l'excès. Mais est-ce que c'est l'excès? Si vous avez un nerd, quelqu'un qui travaille, quel est le mot français pour nerd? Celui qui travaille tout le temps et qui perd tout parce que
Il regarde, comme dirait Aristote, c'est comme Thalès qui est tombé dans un puits parce qu'il regardait le ciel. Professeur Nimbus. Et donc, on chercherait une coordination opérée par un phronimos. Et comme ici, on pourrait faire remarquer que les tâches cognitives sont plus simples et moins variées que les faits moraux et que la spécification de l'excellence ne pose pas problème. Néanmoins, malgré cette simplicité apparente des fins et des normes de l'enquête, une conception plus large des fins épistémiques, à part l'acquisition des croyances vraies et de leur intégration dans le cadre des valeurs qui confèrent du sens à notre vie, considérées comme un ensemble cohérent, les valeurs comme un ensemble cohérent, indiquent le besoin des critères possédés ou exemplifiés par des gens vertueux, savants, scientifiques réussis, mais c'est tout des phronimoi dans un sens plus large. Quelle base métaphysique alors? Quelle base anthropologique? Ce qui nous intéresse ici sont les valeurs de base métaphysique ou anthropologique. Pourquoi? Pour trouver les critères que nous recherchons pour les fins épistémiques, pour la validité des fins et pour la régulation, l'ajustement de notre conduite et de nos activités sur le plan intellectuel. Et ce qui nous intéresse ici sont les valeurs cognitives et intellectuelles en tant qu'essentielles pour le bien-être des sujets humains. Une approche d'origine aristotélicienne qui accorde une priorité ontologique aux vertus éthiques aussi bien qu'épistémiques, comme elle-même des éléments constitutifs faisant partie intégrante, plutôt que fonctionnant comme des moyens, des instruments pour atteindre ce bien-être, aurait besoin de l'appui d'une conception substantielle de l'épanouissement de la vie humaine, ce qui est vraiment difficile aujourd'hui. On a raison de douter si une telle conception substantielle de l'hégémonie, dont les vertus seraient des éléments constitutifs et pas des simples moyens, pas le consequentialisme de la vertu, l'instrumentalisation des vertus intellectuelles comme des compétences. Et si nous voulons une notion plus riche de ces vertus qui ressemblent à l'idée d'Aristote, nous manquons justement la base métaphysique pour le faire, parce que on a raison de douter si une telle conception qui s'inspire d'une métaphysique essentialiste, aristotélicienne ou thomiste, spécifiant le télos, le ergon des êtres humains, le bien humain B capital, réalisé par l'atteinte d'une liste ordonnée des biens petit b particuliers, assurant la perfection en parallèle de l'action et de la cognition, est possible de nos jours. Je doute que cette idée pourrait être acceptée aujourd'hui. Et les apories de Puivet aboutissent à cela, je crois. Et c'est ça que j'aimerais bien lui demander, s'il a en tête une sorte de renouveau de cette, ou une défense de cette base métaphysique que l'on a perdue, je crois. Nous vivons à l'époque du naturalisme post-darwinien dominant une grande partie de la philosophie analytique, de l'esprit de la philosophie analytique et l'esprit des savants contemporains. Et bien sûr, il y a des critiques. Et de nos jours, les gens que j'appelle les hérissons rationalistes en métaéthique s'attaquent au darwinisme. Thomas Nagel, Derek Parfit, Dworkin, justement, au darwinisme pur et dur. C'est-à-dire parce qu'il y a des efforts, des tentatives de réconcilier une forme de darwinisme avec cette idée du télos ou du ergon ou des nécessités aristotéliciennes dont parlent Foote et Michael Thompson. Michael Thompson est un cas particulièrement intéressant. Et un autre défi, si ça ne suffisait pas, on a perdu la base métaphysique, on a perdu le cadre social, on a perdu les sociétés, disons, le contexte social dans lequel les vertus s'étaient développées. Mais avant de finir avec le contexte social et le manque de détermination, il y a aussi un défi situationniste, ce qu'on appelle psychologie situationniste, qui nous disent des psychologues qui nous disent que les vertus n'existent pas
ce sont des fantômes de notre imagination philosophique, et les expériences scientifiques nous montrent qu'il y a plusieurs expériences. Vous pouvez en trouver dans le bouquin de Ruvin-Augien, l'odeur des croissants chauds et la bonté humaine, quelle pourrait être l'influence de l'odeur des croissants chauds. Il y a plusieurs expériences, je ne vais pas m'attarder, mais dans la discussion, je peux y revenir si vous voulez. Et de même, il y a dans la bibliographie, vous trouverez des défis situationnistes pour l'épistémologie des vertus et pour les vertus épistémiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de disposition stable et durable et efficace qui assure l'atteinte de buts, de fins moraux ou de fins épistémiques dans ce cas-là. Et il faut relever ces défis et montrer comment ce défi est fatal. Et bien sûr, il y a des réponses. Il y a des gens qui nous disent que pour les vertus morales, les vertus morales sont rares de toute façon. Il s'agit de perfection, d'une perfection que l'on ne peut pas atteindre, donc c'est difficile de les trouver. Mais pour les vertus épistémiques, est-ce que les vertus épistémiques, jusqu'à quel point et quelles vertus épistémiques dépendent aussi de cet idéal de perfection, ou est-ce que les vertus épistémiques sont plus modestes et assurent la poursuite et le succès de l'enquête, par exemple, sans atteindre assez d'idéal? Et est-ce que les vertus jouent vraiment un rôle causal, pour parler de l'option fiabiliste, ou d'une version de l'option fiabiliste, dans l'enquête ou dans la possession ou la recherche de la connaissance? Et finalement, dirais-je qu'il y a un manque de détermination de vertus qui pourrait être fatal. Et je finis en lisant, pour ne pas parler comme ça, passer plus de temps en croyant que je fais plus vite. Et en fin de compte, on dirait que toutes ces critiques convergentes, quoi qu'on le puisse éventuellement, sinon les réfuter, au moins parvenir à réduire leur force, se mettent d'accord sur la reconnaissance des difficultés analogues pour l'éthique et l'épistémologie. Les problèmes majeurs, à mon avis, surtout pour l'éthique des vertus, mais aussi jusqu'à un certain point pour sa contrepartie épistémologique responsabiliste, et le manque de détermination suffisante des vertus dans les deux domaines. La base métaphysique considérée jadis comme solide est apparemment perdue à jamais, et la situation n'est pas beaucoup différente pour ce qui pourrait constituer ce que j'ai appelé le cadre social approprié pour l'émergence d'une culture des vertus à portée objective, sinon universelle. Donc, quelle est la réponse? Peut-être la réponse serait de se contenter d'une épistémologie des vertus contextualiste, contextualisée, c'est-à-dire relativisée. On devrait se résigner à un relativisme des vertus éthiques, quelque modéré ou mitigé qu'on le présente. Et ici, c'est le premier MacIntyre, disons, après la vertu, parce que puis il s'est tourné vers une position plus objectiviste, se basant sur les droits naturels, mais dans son After Virtue, après la vertu, il indique, et il est très pessimiste parce qu'il dit qu'est-ce que la vertu? La vertu est ce qui assure la réussite dans une pratique, mais chaque pratique a d'autres, disons, critères, et on ne peut pas se mettre d'accord sur l'ajustement de l'action vertueuse en général ou de façon universelle. Est-ce qu'on devrait identifier et circonscrire les pratiques épistémiques en question afin de focaliser ou spécifier leurs fins de façon univoque et a fortiori les vertus qui leur sont appropriées? Pourrait-on se mettre d'accord sur la médiété dans la poursuite de ces fins? Sur la médiété indiquant l'excellence à laquelle on aspire dans chaque cas, y a-t-il des critères objectifs et a fortiori universels? Quel serait exactement le rôle de la prudence pour les matières intellectuelles? Saint Thomas en parle d'une prudence qui règle et nous permet d'ajuster la médiété pour la recherche de fins épistémiques. Et
je ne sais pas si cette difficulté pourrait être surmontée. Et j'ai conclu avec certaines remarques un peu pessimistes, mais disons, laissant la possibilité de continuer cette enquête. Nonobstant toutes ces difficultés que nous avons repérées et les questions que nous avons multipliées sans donner de réponses adéquates, nous pourrions peut-être continuer à croire que la mise en lumière des relations entre les vertus épistémiques et les vertus éthiques et morales ne contribuerait pas seulement à la meilleure appréciation des forces et des faiblesses des approches normatives basées sur les vertus, mais aussi à l'entreprise philosophique plus générale, d'une nouvelle interprétation et intégration des composantes du domaine axiologique impliquant un enchaînement des normes, des valeurs et des vertus éthiques, épistémiques et morales. C'est un peu une ambition un peu démesurée. En tout cas, il faut dire que cette philosophe Sarah Wright, ou c'est Batali, je me rappelle plus, je crois que c'est Batali, nous dit que les philosophes souffrent d'un vice intellectuel, d'une intempérance dans la poursuite des fins et des plaisirs intellectuels. Alors c'est une sorte d'intempérance, de self-indulgence dans ce que dont nous jouissons. Par exemple, nous dépensons notre temps à discuter ces sujets, tandis que un homme vertueux en matière intellectuelle se consacrerait à résoudre d'autres problèmes dans la science, disons, pure, ou dans mon pays, s'occuperait, je me dis parfois, il y a tous ces réfugiés, moi je discute des théories morales de vertu, et je me dis, je vais m'arrêter, je vais prendre les étudiants et aller aider les réfugiés. Et là, ça c'est la pratique, je ne sais pas si ça témoignerait d'une vertu pratique, disons, plutôt, ou éthique plutôt qu'épistémique. Mais en tout cas, faute de pouvoir mettre en évidence une structure et a fortiori une hiérarchie des vertus épistémiques déterminées de façon convaincante, on devrait peut-être opter pour une phénoménologie des vertus épistémiques particulières et de leurs aspects éthiques éventuels et leurs contreparties éthiques. N'en déplaise à mes amis hérissons, rationalistes et cognitivistes présents dans cette salle, je trouve cette perspective assez prometteuse, à moins que l'on préfère sauvegarder la priorité absolue des normes épistémiques conçues et spécifiées indépendamment ou en partie indépendamment des vertus et que l'on reléguerait à un rôle philosophique secondaire. Et c'est ça ma position faible pour ce qui, comme je l'ai expliqué, pour les vertus dans les deux domaines, disons éthique et épistémologie. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci.